C'est l'un des joyaux de la province de Namur. Un poumon vert de 600 hectares niché entre Rochefort et Ciney. Le parc de Chevetogne. 400 000 visiteurs par an, un véritable succès populaire. Mais aujourd'hui, un important plan d'économie imposé par la province risque de faire disparaître ce site touristique majeur. Pour Bruno Delvaux, le directeur du domaine, c'est une catastrophe sociale, économique, environnementale. C'est vraiment l'hypocrisie totale parce qu'on nous demande de diminuer nos budgets, mais 300 000 euros par an cumulables pendant 4 ans. Donc le citoyen ou le téléspectateur qui nous regarde, c'est 300 000 la première année, 600 000 la deuxième, 900 000, 1,2 million. Même sur un budget de 5 millions d'euros, comment est-ce qu'on peut récupérer 1,2 million? Le citoyen qui gère son budget familial sait que c'est impossible. Beaucoup d'activités vont être supprimées à cause de ce couperet financier. Le personnel est lui aussi concerné. Les 80 agents provinciaux ont déjà vigoureusement manifesté leur colère l'été dernier sur le site en bloquant les voitures des responsables politiques. Caroline Antoine en était, elle ne décolère pas. On nous dit qu'on a mal fait, en fait. On nous dit qu'on dépense de trop, qu'on est social, qu'on n'est pas rentable. Et donc on a des objectifs qui sont complètement modifiés d'un jour à l'autre, il faut le savoir. Et donc c'est très compliqué pour nous de réorienter un parc avec autant de personnes, autant de missions qui nous ont été données par le politique et qu'aujourd'hui on doit transformer en business en fait. Bravo, une telle vantardise pourrait presque... La province de Namur a-t-elle décidé la mise à mort de ce petit paradis? Un choix interpellant alors que l'industrie touristique de la région est florissante, notamment grâce à Chevetogne. Le glacier Baudouin-Lenel vient de s'installer dans le domaine. Il a investi 50 000 euros, peut-être pour rien. Moi, je serais vraiment malheureux parce que le domaine, il est magnifique. L'endroit dans lequel on bosse, il est exceptionnel. Les gens qui viennent, ils ont un sourire jusqu'aux oreilles. On leur fait un produit de qualité avec des trucs du coin. On est inscrit dans l'écosystème régional. Voilà, quand vous mettez tout ça, la réponse à la question de savoir si ça va être un gâchis, la réponse elle est là évidemment. Oui, si ça ne fonctionne plus comme ça, bien sûr que ce sera un gâchis parce qu'on va pas y rester. Les provinces doivent trouver des centaines de millions d'euros d'ici 2024. Chevetogne doit participer à l'effort collectif, quitte s'il le faut, à être sacrifié. L'incendie fait rage. 500 millions pour les ambulances, les services d'incendie et les casernes de pompiers. Les provinces doivent désormais payer en grande partie pour les zones de secours à la place des communes. C'est une belle part de leur budget qui part en fumée. Les provinces sont à un tournant de leur histoire, peut-être même en péril. Ça va bientôt faire 200 ans qu'elles existent dans la structure belge. J'ai presque envie de dire que ça va bientôt faire 200 ans qu'on annonce leur mort. Et pourtant, elles sont toujours là. Parce que les provinces jouent toujours un rôle important auprès de la population. Ils viennent ici du lundi au vendredi pour bénéficier de la scolarité et de la réadaptation. Vous allez avoir des situations où vous dites « mais tiens, ça fonctionne quand même vraiment bien. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain ». Longtemps synonyme de stabilité, voire d'immobilité, elles doivent aujourd'hui se remettre en question. Même les députés ou les ministres ne sont pas au courant de ce qui se passe dans une province, de ce qui se fait dans une province. C'est un peu les députés coupe-ruban, donc qui allaient aux inaugurations, qui allaient dans des réceptions, etc. La fin d'avantages et de privilèges d'un autre âge. Ils profitent du château, de ce château. Nous avons découvert des provinces malmenées qui tentent tant bien que mal d'assurer leur survie. Les provinces, le grand ménage. En débutant notre enquête, on s'est demandé ce qu'on faisait dans une province. Qui y travaillait? Dans quel secteur? On s'est rendu compte qu'en fait, on ne savait pas grand-chose. Alors on a été vous demander si vous les connaissiez, ces provinces. Quelques questions sans piège, afin d'avoir votre sentiment à leur sujet. Et pour vous aider, on s'est installé devant les palais provinciaux à Liège et à Namur. Je peux vous arrêter une seconde, madame? À quoi servent les provinces? C'est ce qu'on y fait?
Eh bien, sincèrement, je crois que je vais creuser parce que je ne sais pas vous répondre. Elle est utile, la province ? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que c'est pour s'occuper des subsides pour le sport et des écoles et des... Bon, il y a sans doute d'autres choses. Peut-être que ça pourrait aussi être au niveau régional ou communal. Ça fait un niveau de pouvoir en plus, mais... Encore une petite colle. Qui dirige la province ? Certains parlent de supprimer les provinces. Moi, ça n'a pas d'importance. Autant qu'on dirige convenablement, c'est bon. Et ici, finalement, qu'il y ait n'importe qui, j'ai envie de dire, ça ne changera rien à notre condition, à notre vie et à Namur. C'est malheureux qu'on paye ces gens-là bien cher et on ne sait même pas ce qu'ils font. Voilà. Inutile, vieillotte, opaque et cher. Vos réponses nous ont surpris, interpellés. Notre micro-trottoir n'était qu'un coup de sonde, mais il révèle que la province souffre à tout le moins d'un déficit d'image. Direction la province de Luxembourg. La députée Nathalie Eyard tient beaucoup à nous présenter un projet réalisé grâce à la volonté provinciale. Elle sera notre guide pour la visite de cette institution unique en son genre. Un centre d'accueil pour enfants infirmes cérébraux et polyhandicapés. C'est un lieu de vie, donc ils sont occupés à souper. Je crois qu'on n'a pas trop d'être dérangés pendant ce moment-là, c'est déjà pas toujours facile. On accueille des enfants qui souffrent de handicap sévères et de gros problèmes de santé. Et donc ici, on a refait complètement à neuf les bâtiments dans lesquels on se trouve. Et c'est un bel exemple, en tout cas, de mission de la province. Oui, ici. Bonjour, bonjour. Ils ont terminé le souper ici. Vous avez fini le souper ? Oui. 24 enfants de 0 à 18 ans. Une prise en charge lourde et un financement très important. S'il n'y avait pas eu ce financement provincial, cette structure, est-ce qu'elle existerait ? Poser la question, c'est y répondre. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autres structures de ce type. Et donc là, on voit quand même dans quelle qualité d'accueil les enfants sont, quoi. Sans la province, ce centre n'existerait pas. À côté de ses principaux secteurs d'activité, l'enseignement, l'action sociale, la culture, le tourisme et le sport, chaque province a développé des actions de terrain répondant aux besoins de sa population. Des projets spécifiques qu'elle seule peut organiser et financer en toute autonomie. Nous rencontrons le professeur Christian Behrendt, auteur d'études sur les provinces. Pour lui, ce niveau de pouvoir proche des gens a toute son utilité. Si la question était de savoir est-ce que les provinces travaillent bien, par exemple, c'est une question, en réalité, à laquelle vous pouvez arriver à des conclusions relativement contrastées, parce que il y a bien sûr des situations où des réflexions plus retenues seraient sans doute de mise, mais à côté de cela, vous allez avoir des situations où vous dites, mais tiens, ça fonctionne quand même vraiment bien. Il y a des structures qui ont toute leur pertinence. Donc, je suis les deux fois sorti un peu des deux études en me disant, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Seulement voilà, les provinces, c'est un mastodonte. Jugez vous-même. Notre pays compte 10 provinces, dont 5 en Wallonie. Chacune possède ses propres institutions et administrations. Au niveau wallon, cela donne 5 parlements, 223 conseillers, 5 gouvernements, 26 députés, 25 000 fonctionnaires. Avec près d'1,5 milliard d'euros de budget annuel, elle coûterait cher, trop cher. Pour tenter de faire la part des choses, on s'est rendu à Mons, où se trouve l'un de ses parlements, au palais provincial du Hainaut. Premier cliché, le personnel politique. Est-ce que ces hommes et femmes ne seraient pas trop nombreux et trop bien payés ? Une fois par mois, les 56 conseillers provinciaux s'y réunissent. La séance est publique, alors on s'est installé pour écouter et regarder. Ce jour-là, on parle justement d'économie à faire à cause des zones de secours.
Vous voyez qu'en 2024, et on est toujours un peu dans la fiction quand même, eh bien, les zones de secours seront la deuxième politique provinciale, avant l'action sociale, avant l'éco-développement et après l'enseignement. C'est donc dire si on est sur une modification structurelle considérable du budget provincial. C'est ici que les conseillers débattent et votent les restructurations lancées par la province. Un travail payé 653 € bruts pour une séance et 2 commissions par mois, à condition d'avoir apposé là, sur ce cahier de présence, leur signature. Pas vraiment des fortunes, mais quand même une facture totale de 440 000 € chaque année pour le budget provincial. Sur les premiers bancs de cette assemblée, les 5 députés, les ministres en quelque sorte, ce sont eux qui dirigent la province selon leurs compétences. Que font-ils de leur journée? Quel est leur salaire? Ont-ils des avantages? Pour répondre à nos questions, on a sollicité plusieurs députés dans différentes provinces. Les seuls à avoir accepté de nous recevoir, c'est au Luxembourg. Nous retrouvons notre députée luxembourgeoise. Nathalie Eyard s'occupe de l'enseignement, de la personne handicapée, de la culture et du sport. Elle nous emmène dans ses bureaux, un beau bâtiment provincial dans le centre d'Arlon. Tout comme un ministre, elle bénéficie d'un cabinet, une secrétaire, une chargée de communication et une chef de cabinet. Donc c'est là qu'il y aura toute la partie des discours où tu dois être vraiment présente. Et c'est toi qui introduis, qui démarre. Est-ce que vous pourriez travailler avec moins de moyens encore? Là, je pense que je suis arrivée au seuil minimal aussi, quoi, parce qu'il y a quand même pas mal de sollicitations, il faut pouvoir répondre. Alors, je dois avouer que quand on rentre et qu'il est minuit et qu'on répond encore à ses courriers, voilà, c'est appréciable parce qu'ici, on a une équipe et un peu c'est un prolongement de nos bras et de notre cerveau. Un député du Luxembourg bénéficie donc de 3 collaborateurs, des agents provinciaux détachés de leur administration. Plutôt pas mal, non? Mais il y a mieux. Retour dans le Hainaut, où là, les députés ont été un peu plus généreux avec eux-mêmes. Serge Eustache, le président du collège provincial, se justifie réellement. Vous avez combien de collaborateurs dans votre cabinet? Moi, maintenant, j'ai 7 collaborateurs, mais ce sont 7 personnes qui travaillent réellement, parce que vous savez, quand on a autant d'institutions à la province de Hainaut, qu'on est président d'une institution, on a besoin véritablement de pouvoir agir à tous les étages. Et je peux vous assurer que ces collaborateurs travaillent réellement et très positivement à la province de Hainaut. Vous dites qu'ils travaillent réellement, comme s'il y avait un doute? Non, mais à travers la question que vous posez, on a le sentiment qu'il pourrait y en avoir un. Et c'est vrai qu'il y a une forme de suspicion qui pèse comme ça sur les provinces. C'est un peu injuste, mais voilà, nous, on doit faire avec. Et je pense qu'il est important de rappeler que les provinces aujourd'hui, ce n'est pas les provinces d'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Aucune institution ne peut se prévaloir d'être un modèle en la matière. Et nous, je pense qu'on fait le maximum du possible. Une chose est sûre, par contre, les salaires sont les mêmes, quelle que soit la province. C'est défini par la loi. Donc, est-ce que je peux vous demander le montant de votre salaire? Alors, je pense qu'au net, parce que c'est publié, mais je pense qu'on tourne aux alentours des 5 000 €. Et il faut ristourner 700 € à mon parti. Un peu plus, 740 €, je pense, à mon parti. Et vous bénéficiez de quels avantages? J'ai une voiture de fonction. Voilà, donc c'est tout. Peut-être le téléphone. Voilà, j'ai un bureau ici. 5 000 €, vraiment? Pour en avoir le cœur net, nous avons été voir Jean Faniel, le directeur du CRISP. Ce spécialiste de la vie politique belge précise: la fonction des députés provinciaux les apparente aux ministres, mais leur salaire est bien calqué sur celui des autres députés. On est donc face à des ordres de grandeur qui, pour les députés provinciaux, donc ces ministres de la province en quelque sorte, sont assez comparables à ce que les députés wallons ou bien les députés fédéraux reçoivent, donc plus ou moins 6 000 € net pour un député par mois et jusqu'à 8 000 € s'il a d'autres mandats qui sont rémunérateurs et auxquels on va plafonner la rémunération. 6 000 € net par mois minimum pour un ministre qui ne travaille qu'à l'échelon d'une province.
Un chiffre à multiplier par 26, puisque toute province wallonne confondue, on compte 26 députés. Budget annuel, près d'1 900 000 €. Lors de notre visite au Luxembourg, nous avons suivi une réunion du collège provincial. Les députés se retrouvent chaque semaine pour faire le point sur les dossiers. Voilà, donc justement, peut-être les demandes des communes par rapport aux inondations. On avait fait le tour des communes pour voir un petit peu quels étaient leurs besoins. 4 députés pour une population de 286 000 habitants. On leur a avoué qu'on était étonnés. Ça s'est un peu crispé. Mais si vous regardez la province du Hainaut, c'est 1 300 000 habitants et 5 députés. Ici, c'est 280 000 habitants et 4 députés. Combien de kilomètres carrés? Qu'est-ce que ça change? Ne fût-ce qu'au niveau des déplacements, qu'au niveau du temps passé. Vous avez les téléphones, vous avez les mails. Ah oui, donc on dira demain, restez bien dans des bureaux, call center. Alors effectivement, si on doit devenir un call center demain, qu'on aille tous à Bruxelles, et qu'il n'y ait plus de parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que la même chose. Ce serait donc une question de taille. On a vérifié, les superficies du Hainaut et du Luxembourg sont quasi identiques. On vous laissera apprécier l'argument du député. On est retourné chez le directeur du CRISP, Jean Faniel. Pourquoi ne peut-on pas réduire ce nombre? Mais il y a un facteur politique, évidemment, qui entre en ligne de compte. C'est la taille des coalitions. On sait qu'en Belgique, il n'y a plus de parti qui est en mesure de remporter la majorité absolue lors d'une élection, notamment une élection provinciale. Et donc, généralement, il faut que 2, parfois 3 partis se mettent ensemble. Alors, s'il y a 3 mandats à pourvoir, ça va être assez difficile de se les répartir. S'il y en a 4, c'est déjà un peu plus facile, et s'il y en a 5, c'est sans doute plus confortable. C'est donc la raison politique qui fixe le nombre de députés, et pas la notion d'efficacité. De toute façon, d'après cet expert, ça ne gêne pas grand monde. On a l'impression que la division provinciale, en quelque sorte, sur le plan politique, c'est quelque chose d'à part, avec son monde politique, peut-être un petit peu méconnu, ou bien qui n'est connu que quand ça tourne vraiment mal. Et il y a aussi parfois le sentiment, et il est avéré dans certains cas, que c'est un peu là qu'on recase certaines personnes, que ce soit dans l'administration, que ce soit au niveau du monde politique. La province, voie de garage des mandataires. L'image n'est pas glorieuse, même si un peu dépassée aujourd'hui. Bernard Moinet, le député luxembourgeois, admet quelques travers de ses collègues. Et je pense qu'à un moment donné, dans une époque, on peut dire assez lointaine, on mettait parce qu'il y avait beaucoup plus de députés encore à l'époque et moins de services que maintenant, c'était un peu les députés coupe-ruban. Coupe-ruban, donc qui allaient aux inaugurations, qui allaient dans des réceptions, etc. Et je pense que ça, historiquement, ça a fait du tort et ça a donné une mauvaise image de l'institution. Le Café des 8 heures à Charleroi est l'un des bastions du Parti socialiste Carolo. Nous y avons rendez-vous avec Yves Lardinois, ancien député provincial énuyer retraité en 2018. Ça va, chef? Ça va, toi? Comment est-ce qu'il va? Tout va bien. Lui aussi a bien connu cette façon de travailler. Oh, des invitations, on en a pour aller partout. Mais tout ce qui était tralala et tout ça, très peu pour moi. J'ai aussi une vie de famille et donc je préférais me consacrer à la famille que d'aller dans ces tralala. Et c'était quoi ces tralala? Conférences, par exemple, où on parlait pour se gargariser parfois. Il faut appeler un chat. Et puis après, il y avait petite réception. Yves Lardinois l'avoue aussi. Pour se faire élire, il n'a pas hésité à utiliser sa fonction et son pouvoir pour favoriser ses électeurs au détriment d'une gestion saine et objective des dossiers provinciaux. Il ne faut pas se cacher que on a, si pour deux projets de même valeur, on favorisera le projet qui est dans notre région. Parce qu'il faut songer que 6 ans après, les
Et donc voilà, ça c'est effectivement un problème. Si on est parfois obligé d'entrer dans le système, si les autres le font, celui qui ne le fait pas, il est pendu. Et donc voilà, il faut jouer des coudes. L'ancien mandataire ajoutera que la pratique existe ailleurs, quel que soit le niveau de pouvoir. Nous avons essayé d'évoquer ce sujet avec d'autres députés. Personne n'a souhaité nous répondre. Revenons un instant à cette réunion du collège provincial luxembourgeois. Un personnage discret et silencieux écoute les débats. Installé en bout de table, Olivier Schmitz, le gouverneur. On pensait que c'était le patron de la province. On se trompait. Depuis la réforme de 2014, nous ne présidons plus le collège provincial et nous sommes toujours membres du collège, hein, mais avec une fonction qui n'implique même pas une prise de parole avec un vote. Donc nous sommes là pour garantir l'intérêt général et en tant que commissaire du gouvernement wallon et du gouvernement fédéral pour transmettre des informations et participer au débat lorsque le collège le souhaite. Il est donc le lien entre la région wallonne, le gouvernement fédéral et la province. Un lien administratif, pas financier. La province ne contribue en rien à mon fonctionnement. Voilà, il n'y a pas de transfert financier ou de lien financier entre les gouverneurs de province et l'institution provinciale. Bon travail. Ce n'est donc pas grâce à lui que la province fera des économies. Ce qui coûte en fait le plus cher à une province, c'est son personnel. On vous l'a dit, 25 000 fonctionnaires, 9 000 équivalents temps plein. Les provinces sont l'un des plus gros employeurs de Wallonie. Et ça pèse lourd sur les finances. 45% du budget global. D'autant plus lourd que certains agents sont payés à ne rien faire. Dominique Detry, fonctionnaire à la province de Namur, a fait la une de l'actualité en 2017. Je suis une garniture de cheminée, je suis un emploi fictif, je suis un objet oublié dans une cave, je ne suis pas un être humain. Cet agent a passé 15 ans dans un bureau sans aucun travail pour avoir contesté son écartement d'un poste qui devait lui revenir. Et la province a payé son salaire durant cette période en toute connaissance de cause. Manifestement, ce n'est pas le seul cas à entendre les propos surprenants du député Jean-Marc Van Espen dans ce même reportage. Il y a certainement encore l'une ou l'autre situation pareille. Enfin, il y a certainement l'un ou l'autre cas pour lequel on pourrait attendre un peu plus de rendement, si je puis m'exprimer ainsi. Nous avons contacté Dominique Detry pour lui demander des précisions sur cette mise au placard. Surprise, ça lui est interdit par décision de justice. Elle le regrette vivement. Il est souhaitable qu'on approfondisse ce phénomène anormal de maltraitance institutionnelle et du harcèlement moral en particulier. C'est important qu'on en parle et qu'on réalise que ça tue. Des agents mis au placard, victimes de harcèlement, nous en avons rencontré plusieurs lors de notre enquête dans différentes provinces. L'un d'entre eux a accepté de témoigner, mais à visage caché, par peur de représailles. Ces ennuis ont commencé après une dispute avec un mandataire politique. Ça se fait de façon très très progressive, larvée, subtile, mais le processus est lancé et quel que soit ce que vous faites, vous êtes broyé. Broyé par les humiliations quotidiennes de ses supérieurs et l'absence de réaction de ses collègues. Une indifférence générale des collègues, voire le fait de faire en sorte que ses collègues ne m'adressent pas la parole, qu'on soit isolé complètement. La victime est ensuite contrainte de s'installer dans un local d'archives sans plus rien à faire. Sa vie devient un enfer. J'aurais décrit ça comme de l'angoisse, une angoisse permanente où vous ne savez pas ce qui peut se passer, qui va rentrer, si vous allez être accroché dans les couloirs. C'était une peur, oui. Je me sentais en danger. Jusqu'au jour
où il bascule définitivement suite à une convocation devant ses chefs. Ça a été une séance de destruction, en fait, complète. Vous êtes nuls, on me l'a dit d'ailleurs ça, vous êtes nuls, ce que vous faites, ça ne vaut rien. Là j'ai éclaté, hein. J'ai commencé à pleurer en fait. Hein. Je commence à pleurer, puis j'ai commencé à crier. Ce jour-là, évidemment, était un des pires jours de ma vie, bien sûr, parce que j'ai dû m'arrêter 4 fois sur le retour. J'étais en pleurs. À côté de ces cas de harcèlement, nous avons aussi découvert des cas de copinage politique. Nous avons rencontré cet autre fonctionnaire, lui aussi anonyme. Il a été évincé d'un poste attribué à une personne n'ayant pas le diplôme, mais bien les soutiens politiques, affirme-t-il. Il nous explique aussi que la province paye pour des emplois créés de toutes pièces pour les amis. J'ai déjà connu que pour une personne de ce genre-là, on crée un poste qui n'existait pas. Et qui, quand la personne est recasée, ce poste-là disparaît. Comme il est venu. Des personnes parachutées par le politique déplorent cet agent. On va engager beaucoup plus vite quelqu'un qui est recommandé par une personne politique. Et si le diplôme correspond plus ou moins, ben voilà, on mettra votre nom plus vite en avant. Piston ou mise au placard, le constat est le même, conclut-il. Il y a des gens qui sont payés à ne rien faire, à ne rien produire. C'est quelque part écœurant parce que c'est vous comme moi, le citoyen, qui finançons les provinces. Un harcèlement pour faire craquer et pousser à la démission les récalcitrants. Un piston politique pour bénéficier d'un job. Des pratiques tenaces qui coûtent cher. Travailler à la province signifie parfois devoir s'intégrer dans un système qui vous accepte ou vous rejette. Pourtant, le personnel bénéficie parfois de beaux avantages. Vous allez le voir. Le bon air marin. Les promenades sur les plages désertes de la côte d'Opale en France. Flâner sur la digue, à Wimereux. Et profiter d'une semaine de congé dans un appartement d'une ASBL de la province de Namur. 8 appartements namurois sont nichés au sein de ce bâtiment luxueux. Des propriétés achetées par la province via l'ASBL du personnel. Elles servent pour les vacances des agents provinciaux. Monsieur, y a quelqu'un? L'un des habitants de l'immeuble nous fait entrer. Les vacanciers belges, il les connaît bien. Il y a des locataires, il y a beaucoup de locataires, des Belges. Oui. Il y en a, je sais pas, une douzaine peut-être. Et les Belges, ils viennent d'où? C'est qui? Je sais pas, ils viennent de Belgique. Ils viennent régulièrement. Ils ont acheté je sais pas combien d'appartements, 6 ou 8 là. Ça ne nous pose pas de problème. Ils sont sympas? Oui, bien sûr. La plupart des appartements sont vides à cette époque de l'année. Pourtant, au premier étage, une silhouette nous observe. Bonjour madame, je vous dérange une seconde, mais nous cherchons les locataires des appartements de la province de Namur. Vous venez du Namurois là? Belgrade. De Belgrade, d'accord. Donc vous êtes dans l'un des 8 appartements de la fameuse ASBL? C'est ça. Belgrade, province de Namur. On y est. Anne-Marie Bourguignon nous invite à la rejoindre dans l'appartement qu'elle loue avec son époux. Étonnant, tous deux sont retraités de la ville de Namur, pas de la province. Je n'avais pas droit. Il n'y avait que les agents de la province. Et la commune n'avait pas droit, quoi. Et puis sans doute que les loyers n'étaient pas toujours occupés, donc on nous a ouvert les appartements, quoi. Anne-Marie et Michel profitent de cet endroit parce que les agents provinciaux ne viennent plus en vacances ici. Un bon plan et pas cher.
Sans indiscrétion, vous payez combien la location? C'est mon mari, ça, parce que... Autour de 500 € pour les 15 jours hors saison. Tandis qu'en saison, c'est 460 pour la semaine, je crois, que vous payez. Si vous faites une bonne affaire, là. Oui. Ben oui. On a 20% de réduction. La bonne affaire. Sauf que les locations ne marchent plus très bien. Malgré les subsides provinciaux, les comptes ont plongé dans le rouge ces dernières années. Comme le montrent les bilans annuels de l'ASBL. 84 000 € de pertes en 2018, 147 000 en 2019 et 182 000 en 2020. Mais comment cette bonne intention de départ s'est transformée en gouffre financier? Fabrice Collignon, permanent de la CGSP, fait partie depuis peu du conseil d'administration de cette ASBL. Il y avait normalement un CA qui devait s'en occuper, mais par oubli ou peut-être par manque de temps ou je ne sais pas, ou par pas vouloir. Voilà, donc ça n'a pas toujours été fait. Oublier de gérer la SBL. Vous avez bien entendu. Et Fabrice Collignon ne va pas en rester là. Il nous explique que la SBL possède aussi beaucoup d'appartements. À la mer du Nord cette fois, à Middelkerk. Problème, les agents provinciaux ne le savent pas. Je parie que si on fait un sondage parmi les agents provinciaux, ils ne savent même pas qu'ils ont des appartements là-bas et qu'ils peuvent les avoir à un coût défiant toute concurrence. Hein. Conséquence, les appartements restent vides. Pour compenser les pertes financières, une solution un peu étonnante a été trouvée. On passait dans le Airbnb aussi pour justement louer ces appartements. Pour vérifier tout ça, on décide de s'offrir un week-end à Middelkerk, en louant un appartement sur Airbnb. On opte pour un studio 4 personnes, pour 2 nuits, 152 €. Sur la page de la location, on aperçoit le logo de la province de Namur. Direction Middelkerk, pour découvrir à quoi ressemblent ces propriétés provinciales. On décide de s'équiper en caméra cachée. Ça nous permettra de passer pour des touristes lambda. Dans l'entrée de l'immeuble, regardez ces boîtes aux lettres. Une véritable enclave namuroise. On arrive dans le bureau pour récupérer nos clés. L'accueil de la gérante est plutôt sommaire. Vous venez avec nous Bon, pas très motivé, la fonctionnaire provinciale qui accueille les clients. On insiste. Allez, je vais prendre... Vous voulez que je vienne avec vous? Pour faire un peu l'état des lieux, peut-être... Merci. Finalement, elle nous accompagne au studio. C'est la province de Namur? C'est la province qui a 33 appartements ici. Parce qu'on a loué sur Airbnb. Oui, mais il y a des appartements qu'on a mis sur Airbnb s'ils ne sont pas loués par la province. Vous avez bien entendu. L'ASBL provinciale possède à Middelkerk 33 appartements, du studio au logement 2 chambres. Et il y a ça dans toutes les provinces? Non. Aucune autre province, en effet, ne possède un tel parc immobilier. On s'est demandé si, bien géré, ça pouvait rapporter de l'argent. On a eu une idée. Faire appel à Franck Rouzeret. Il est agent immobilier à Middelkerk. On lui fait visiter notre studio pour avoir son regard de professionnel. Un bien, ça coûte en frais d'entretien, en taxes. Pour ce studio, la facture s'élève à 4 000 € par an. 7,90 m, on l'arrondit à 8 mètres, ce qui fait ensemble 40 mètres carrés de studio. Supposons qu'on a vraiment du succès et le studio est occupé presque 300, 320, 330 jours par an, on devrait pouvoir toucher 7 000 € par an. Après déduction de ces 4 000 € de frais, on garde net 3 000 €. En suivant le calcul de cet expert, et selon la taille de ces 33 appartements, la SBL pourrait gagner au minimum 100 000 € par an si les locations fonctionnaient bien.
On s'est interrogé, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux vendre? On a demandé à Franck Rouzeret de faire une estimation de notre studio. Un studio comme celle-ci, face à la mer, moi, personnellement, je le mettrais en vente à 175 000. Je suggérerais, OK, voilà, affiche et te coupe, prix demandé 175 000. On a continué l'exercice avec les autres appartements. Ils sont répartis dans plusieurs bâtiments le long de la digue. L'agent immobilier nous montre cet immeuble. Ils ont 13 appartements là. Hein, j'avais vite fait un calcul à base de mon estimation de superficie. J'arrive à une valeur totale qui rapproche le 2 millions. 2 millions, 2 millions d'euros. S'ils vendraient aujourd'hui, ça devrait rapprocher le 2 millions d'euros. Ces appartements ont augmenté de valeur depuis quelques années? Depuis l'année passée, de 10 à 15 ils ont augmenté. Ouais. Est-ce qu'ils vont augmenter encore dans le futur? Personne ne le sait. Mais c'est un bon moment pour vendre. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Ajoutons à ce petit empire immobilier cette luxueuse résidence au domaine du Golfe Azur. 10 appartements quasi flambant neufs, en retrait de la digue. Sur base des estimations de cet expert, on a fait un petit calcul. La vente de l'ensemble de ce patrimoine pourrait rapporter près de 8 millions d'euros. Un très joli pactole, auquel il faut ajouter les appartements de Wimereux. Nous avons essayé de rencontrer le président du conseil d'administration de cette ASBL. Richard Fourneau, le député provincial. Nous avions beaucoup de questions à lui poser, mais il a refusé notre demande d'interview. Il nous a répondu ceci par mail. Les immeubles sont régulièrement entretenus et les frais sont couverts par les locations. Il est évident qu'il ne s'agit pas de logements 5 étoiles, mais ils sont en parfaite adéquation avec l'objet social de l'ASBL. Effectivement, depuis avril 2021, pour faire face à la crise Covid, l'ASBL a décidé de permettre la mise en location via cette plateforme Airbnb. Cela permettait de louer les appartements de Wimereux qui étaient vides et qui provoquaient un sérieux trou dans la caisse. L'ASBL a ensuite décidé de mettre certains appartements de Middelkerk sur la plateforme également. Il s'agit de réservations last minute, afin de combler ces nuitées non occupées. Reste que cet avantage au personnel coûte bien cher aux finances provinciales. En avançant dans notre enquête, on a découvert que des zones d'ombre se dissimulaient au cœur des provinces. Les ASBL, parfois utiles, souvent opaques. Un État dans l'État qui pèse sur le budget et emploie de nombreux agents provinciaux, sans devoir rendre de compte. Rien que dans le Hainaut, on en comptait 94 en 2019. L'une d'entre elles a attiré notre attention. L'ASBL Terralis, qui organise des vacances pour les personnes handicapées. Elle gère des propriétés achetées par la province de Hainaut dans les années 70. Baratier dans les Alpes et le château de Collonges dans la Drôme. Direction donc le sud de la France pour découvrir l'un de ces domaines. Le château de Collonges est un bâtiment tout confort, niché dans un parc de 3 hectares, avec piscine, cours de tennis et des aménagements spécialisés, chambres médicalisées et salles de bain adaptées. Le problème, c'est qu'avec le temps, ces installations servent de moins en moins aux personnes à mobilité réduite. Christine Bordet. David Bricou, le directeur de Terralis, le reconnaît. On est ouvert à tout le monde et on a aussi un besoin, à certains moments, de pouvoir accueillir d'autres publics pour continuer à accueillir les personnes handicapées. Des touristes lambda comme vous et moi, nous en avons la confirmation dans ce document que nous nous sommes procurés. Les nuitées de personnes handicapées en 2019 n'ont représenté que 35%. Le tourisme grand public, 65%. D'ailleurs, ce jour-là, nous trouvons le cuistot en pleine préparation du repas d'un groupe de seniors arrivant le soir.
Au menu, les spécialités du coin. Et après, une petite faisselle de Saint-Étienne avec un coulis aux fruits rouges. Tout simplement. Et tout ça pour combien de personnes? Là, 45. Ce soir, c'est 45 personnes. On a découvert que pour faire venir ces touristes à Collonges, la SBL Terralis avait ses propres agences de voyage. Une province qui joue aux voyagistes, ça nous a étonnés. Retour en Belgique. Pour en savoir plus, on s'est rendu dans l'une des 2 agences de la SBL, en caméra cachée. On s'est fait passer pour un couple qui a besoin de vacances. Dès notre entrée, on est tout de suite pris en charge. Un commercial nous présente tout le catalogue. Donc ça c'est le château de Collonges. Merci. Donc avec la terrasse qui est agréable pour les jeux pour les enfants aussi. La piscine qui était faite l'année passée, donc ça c'est la propriété. Donc on est vraiment au pied du Vercors. Des vacances en France ou plus exotiques, au choix. Alors il y a un autre voyage là, c'est exceptionnel aussi. Donc je fais le sentier d'Abraham en voyage randonnée sur le sentier d'Abraham. C'est super. Franchement, vous dormez dans un camp de réfugiés, vous dormez dans les tentes berbères nomades. Un camp de réfugiés? Camp de réfugiés palestiniens. Ouais. Et on va dormir là-bas? Le chalet, comme dans le chalet, vous êtes super bien reçus. On nous propose donc un séjour dans un camp de réfugiés. On l'avoue, on ne comprend pas si on est dans une vraie agence de voyage. C'est une SBL de la province de Hainaut, mais on a des missions qui sont spécifiques de la province de Hainaut. D'ailleurs, on a du personnel provincial mis à disposition pour ça. La province nous envoie un subside annuel. Voilà. C'est tout ce qu'elle fait la province. Alors, à côté de ça, on a une SBL complètement indépendante qui gère, voilà, qui nous sort les bons de commande, on vous réserve le car, on va les assurances, ce que vous voulez. Donc on fonctionne vraiment comme une agence de voyage. Des fonctionnaires provinciaux pour vendre des voyages touristiques. La confusion des genres est interpellante et on s'interroge. Quel est le but de ces activités? Retour à Collonges pour les explications du directeur. L'organisation des voyages qui peuvent s'organiser au départ des agences de voyage permettent aussi un apport financier qui est automatiquement et à 100% réinjecté dans l'objet social. En public qu'on les organise. Votre structure est provinciale, donc c'est de l'argent public. C'est une question, voilà, c'est une question intéressante. Je pense que ça permet aussi à des personnes de voyager différemment. Est-ce que les autres provinces organisent ainsi des agences de voyage et des voyages à d'autres endroits? Je ne crois pas. Mais les réalités provinciales sont très différentes. C'est quoi la réalité de la province du Hainaut pour qu'on organise ce type de voyage? Ce sens de la solidarité oui, le sens de la solidarité et de l'émancipation. Quelques semaines après cette interview, le député Serge Eustache annonce en conférence de presse la fermeture prochaine des agences de voyage et la vente des 2 domaines de Collonges et Baratier. Enfin, c'est ce qu'on pensait avoir compris. Et les 2 centres de Collonges et Baratier qui font l'objet d'une attention plus particulière. On a décidé d'arrêter définitivement tout ce qui pouvait faire penser à une agence de voyage extérieure et de se concentrer exclusivement sur Collonges et Baratier pour vendre nos domaines tant qu'ils sont là, tant qu'ils existent. Eh bien, faisons au moins en sorte qu'ils soient bien gérés et qu'ils soient rentables. Les agences de voyage ne ferment pas complètement, si les écoles peuvent encore... Mais oui, c'est ça, il faut qu'il y ait une agréation pour pouvoir organiser des voyages. Mais les 2 bureaux vont rester avec leur personnel. Mais on n'en sait rien. Pour résumer, avec Terralis, les agences de voyage vont probablement peut-être fermer et les 2 domaines que vous avez vont peut-être être vendus ou non. Tout à fait, c'est ça. Bref, on a supprimé les voyages en Palestine et pour le reste, on a décidé qu'on déciderait plus tard. En enquêtant sur les ASBL, on a aussi découvert que les agissements de quelques-uns pouvaient coûter très cher à la collectivité. C'est l'histoire d'un baron et d'un château loué à prix d'or par la province de Hainaut. Un gouffre financier qui a duré 40 ans.
commence ici, au centre Arthur Renier, l'un des fleurons de l'accueil de la personne handicapée du Hainaut. La directrice, Jessica Gérald, nous fait visiter. Le centre accueille chaque jour 180 personnes handicapées, des enfants et des adultes. Certains résident sur place. Ici, c'est une chambre classique. C'est une chambre classique de 2 jeunes filles. À terme, dans cette aile-ci, ce seront des chambres individuelles. Mais ici, évidemment, comme on est dans un projet de rénovation, nos jeunes filles, elles aiment bien être à 2. Surtout quand elles arrivent pour la première fois à l'internat. Et donc, la plupart des chambres ici, elles sont 2. Voilà, et elles passent leur scolarité en général dans une unité. Les résidents passent leur journée entre les longues séances de revalidation, les cours scolaires pour les plus jeunes et des activités en atelier pour les adultes. Nous rencontrons Amal, qui fabrique des colliers de perles. Ça fait 28 ans que je suis au centre Arthur Renier et je loge à la Sapinière. Et ça fait 23 ans que j'y suis. Chaque année, la province organise et paye aux résidents des vacances au soleil. On avait accès à une maison de vacances adaptée à Vestric, donc dans le sud. Jusqu'à cette année, on avait un partenariat et on avait une location d'une maison. Ça faisait très longtemps que ce partenariat existait. Et puis finalement, cette année, la convention se termine. Une maison de vacances, en fait, un château du XVIIIe siècle. Direction Vestric et Candiac, un petit village du Gard, dans le sud de la France. Un seul endroit est ouvert, le bistrot de la place. Les résidents belges du château, le patron les connaît bien. Il y a des groupes qui viennent régulièrement, mais il n'y a pas tout le temps, toute l'année, surtout en été. Il nous indique l'endroit où il loge, juste en face, au château de Vestric, l'ancienne propriété du marquis de Montcalm. Le château, les handicapés ne sont pas dans le château, ils sont dans la partie, le grand bâtiment qui est tout le long de la rue, là, vous avez vu, et je ne sais pas si vous avez fait le tour. Ce centre de vacances, il est là, devant nous, caché derrière ces grands murs. On a essayé de trouver quelqu'un pour entrer, en vain. Il n'y a personne. Alors on s'est débrouillé pour avoir ces quelques images. Le domaine est divisé en 2 parties. Les installations pour les handicapés et le château proprement dit. Pour en savoir davantage, on s'est adressé à la mairie. Jean-François Laurent, le maire, connaît lui aussi les Belges. Expliquez-moi un peu ce château qui est derrière nous. À qui appartient-il aujourd'hui ? Il appartient à une association d'handicapés belges. Et c'est M. Bogart depuis combien de temps Depuis le début. Depuis les années 80, ou fin 70, on l'a toujours connu là. Le baron Jean-Marie Bogart gère le château Vestric par le biais d'une ASBL privée. Depuis 40 ans, il loue les lieux aux résidents du centre Renier. Problème, Bogart était également le directeur de ce même centre Renier. Un conflit d'intérêts interpellant et des factures très élevées envoyées à la province. Un rapport d'audit l'avait déjà épinglé en 2008. 62 € par jour et par résident sont réclamés par l'ASBL Vestric contre 40 € pour les autres centres de vacances. En clair, les résidents du centre Renier payaient 35% plus cher leurs vacances à Vestric. Un constat qui n'étonne pas l'ancien député Yves Lardinois. Je pense qu'effectivement, il y a là un gros problème qui était encore plus gros il y a 6 ans de ça, quand on a mis le doigt dessus. C'est une nébuleuse de la province. Et pourtant,
Ce rapport très récent révèle qu'en 2015, la province a encore signé une convention de 9 ans avec Bogart. Cette fois, les prix ont flambé. 514 000 € en 2019. Plus interpellant encore, 280 000 € en 2020 pour le loyer et l'entretien du château et ses dépendances, alors que les vacances sont annulées à cause du Covid. Nous l'apprenons à Yves Lardinois. Oui, je l'avale, mais ça ne passe pas. Ouais. Je suppose, parce que je ne l'ai pas vu là, je suppose que c'est dans la convention qu'ils ont signée avec l'administration Verstrict. Oui, c'est dans la convention. Ah ouais. Ouais. C'est tout dit le plus malin qui gagne. Dans ce même rapport, le conseil d'administration du Centre Renier dénonce cette situation. Hormis la désagréable sensation d'avoir dépensé ces sommes conséquentes pour rien, le coût de ce site, même mis sous cocon, reste exorbitant et pose en l'état la question cruciale d'une utilisation plus efficiente des deniers publics. Retour à Vestric. Confirmation, le centre de vacances est bien fermé. Il n'y a presque plus d'activité sur place. Il y a 2 ans qu'il n'y a plus personne, il y a 2 ans qu'on n'a pratiquement plus de nouvelles. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais il continue à l'entretenir. Et M. Bogart vient de temps en temps? Bien de temps en temps, oui. Ouais. Il aime bien la région. C'est pour les vacances alors? Oui, je pense que oui. J'imagine que ce n'est pas 2-3 jours alors? Non, je pense que s'il vient, il vient pour 1 semaine ou peut-être plus. Hein. Il profite du château, de ce château. Le baron Jean-Marie Bogart, nous l'avons retrouvé dans son château de Beauregard, à Thuin. Asseyez-vous et après expliquez-moi. Il conteste vigoureusement les reproches qui lui sont faits, à commencer par le conflit d'intérêts. Par votre biais, la province payait à votre ASBL La province, privé... mais c'était prévu dans la convention. Oui, mais est-ce que c'est normal? Ah bon, en ce temps-là, en tout cas, ça l'était. Nous lui montrons le relevé des frais élevés de séjour au château Vestric. Ah bon, oui, madame, c'est du calcul, mais effectivement, vous voulez que je vous dise, puisqu'il y a de moins en moins de séjours, mais les frais restent les mêmes. Les frais restent les mêmes, et donc, à partir du moment où on divise, on obtient un coût, mais c'est exorbitant. Ça a le mérite de montrer que c'était exorbitant et que ça suffisait. Exorbitant. Voilà Jean-Marie Bogart d'accord avec les chiffres dénoncés par la province. Mais il affirme que c'est elle qui a proposé cette convention et ces tarifs. Il ne comprend donc pas pourquoi elle estime aujourd'hui que ça coûte trop cher. Mais c'est pas parce qu'ils le disent que c'est comme ça. Hein, puis c'est qui est-ce qui décide que c'est trop cher? C'est qui décide que c'est trop cher? C'est l'usage qu'on en fait. Qu'est-ce que vous me demandez de faire la charité à plus riche que moi? En tout cas, cette convention de 2015 a bien aidé le baron lorsque la pandémie a éclaté. Dieu sait, quand la Covid est arrivée, que je me suis dit, heureusement qu'on avait la convention, parce que si on n'avait pas eu la convention, du jour au lendemain, nous nous retrouvions avec rien. Tous les frais fixes qui sont là et assurés, c'est qui aurait payé? Mais la province, c'est de l'argent public. Mais moi, je n'ai eu dans mes mains que de l'argent public, hein, madame. Jean-Marie Bogart devra dorénavant trouver l'argent ailleurs. La province a décidé de rompre la convention en mai dernier. Après cette interview, le baron a finalement accepté de nous ouvrir les portes de Vestric. Alors on y est retourné pour une visite du château en sa présence afin de découvrir les travaux réalisés dans les années 80. Des aménagements uniques en leur genre, selon Jean-Marie Bogart. La réponse à tous les besoins des infirmateurs cérébraux,
tant dans les soins, l'hygiène, que dans leur confort. À l'extérieur, la piscine est spécialement aménagée pour les personnes handicapées. Les logements sont eux installés dans les dépendances du château. Le confort des chambres est plutôt spartiate. 3 ou 4 lits en bois et de simples lavabos pour la toilette du matin. Quant aux salles de bain, elles sont collectives. Les sanitaires sont visiblement vétustes. Une petite salle de kiné dispose d'un équipement, disons, sommaire pour les soins des résidents. Mais pour ce qui est du château, il est plutôt cosy. Un étage est réservé à l'ASBL de Jean-Marie Bogart, mais il l'affirme, il ne vient plus souvent ici. Donc depuis le 13 mars 2019 que nous ne sommes pas venus parce que le 15 sont confinés et que nous avons eu peur de rester ici, nous sommes venus 4 fois, 3 jours, 4 jours. Pendant plus de 40 ans, la province de Hainaut a donc versé chaque année à l'ASBL des centaines de milliers d'euros. Pourquoi avoir déboursé de tels montants pour des installations qui ne sont plus adaptées depuis longtemps? On a posé la question au président du collège. Vous savez, on a tellement de choses à voir, nous, en perspective de devant, qu'on ne va pas vivre avec le rétroviseur reverse strict devant nous, quoi. C'est quelque chose, heureusement, de réglé. C'est de nouveau peut-être réglé, mais ça a coûté très cher à la province. Eh bien, ça ne coûtera plus. Oui, mais en attendant, toutes les années précédentes, tout ce qui a été... Mais dans les provinces, il y a eu des années, effectivement, où les choses n'étaient pas simples, sans doute. Hein. Ah oui, c'est de l'argent public. Mais tout à fait, bien sûr, mais oui. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont se sentir à bon compte. Hein. Ça, c'est encore autre chose. Est-ce que cet argent injecté dans les vieilles pierres à Vestric aurait pu être utilisé différemment pour répondre aux besoins des personnes handicapées? La question peut se poser. Les provinces, des institutions utiles et efficaces d'un côté, des avantages d'un autre âge et une gestion défaillante de l'autre. Elles sont au pied du mur parce qu'elles sont obligées de financer les zones de secours. Elles doivent faire le ménage, économiser, rationaliser. Certaines le font plus vite que d'autres, mais soyons clairs, il reste du travail.